Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Jouons à un jeu. Imaginez la situation. Vous interrogez un transfuge, un proche de Poutine, prêt à vous livrer tous ses secrets. Vous, le directeur de la CIA, quelle est la première question que vous lui posez? Je suis sûr que les Russes ont un dossier assez volumineux sur Donald Trump, avant, pendant et après sa présidence. J'aimerais pouvoir accéder à ce dossier. Les Russes ont-ils quelque chose sur lui pour le faire chanter ou saper sa loyauté envers les États-Unis? Le Kremlin a-t-il piégé Donald Trump? Y a-t-il un compromat, des dossiers gênants qui le lient et le soumettent à Vladimir Poutine? C'est une question qui revient souvent en raison de la proximité affichée entre le président russe et son ancien homologue américain. Il semble bel et bien y avoir des liens forts entre Moscou et Trump, mais c'est un peu plus compliqué qu'un simple chantage à la sextape, comme vous l'expliquez dans votre documentaire, Antoine Vitkin, documentaire dont on vient d'entendre les premières secondes. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain et réalisateur, spécialiste de relations internationales, et votre nouveau doc, Opération Trump, les espions russes à la conquête de l'Amérique, sera diffusé ce dimanche 20 octobre à 21h05 sur France 5, en partenariat avec Slate. Merci d'être avec nous. Votre film est fascinant, il plaira beaucoup à celles et ceux qui ont regardé la série The Americans, cette série qui met en scène 2 agents russes infiltrés aux États-Unis, à Washington exactement. Alors vous y montrez que la proximité entre Trump et les Russes est le fruit d'une opération entamée avant même la fin de la guerre froide. Tout débute il y a 40 ans. Poutine est alors encore un simple agent du KGB, stationné à Dresde, en Allemagne de l'Est, et Trump commence sa carrière de mania de l'immobilier à New York. À ce moment-là, les services russes ont une menace, un caillou dans la chaussure. Ce caillou, c'est Ronald Reagan qui mène une politique très volontariste à leur endroit, très agressive à leur endroit. Et ils décident de changer de stratégie qu'ils avaient d'infiltrer la gauche américaine. Et ils se disent, désormais, on va essayer d'infiltrer la droite américaine puisque elle est au pouvoir. C'est celle qui peut nous faire le plus de mal. C'est ce que vous expliquez, ils recrutent de nouveaux agents russes, des agents d'influence russe pour tenter justement d'approcher au plus près ce pouvoir qui est de plus en plus gênant. Oui, et vous avez raison de rappeler le rôle du KGB, parce que le KGB, c'est ce qui subsistait l'Union soviétique dans les années 80, quasiment, qui était un État chancelant sur les genoux. Le KGB, dont faisait effectivement partie Vladimir Poutine, vous l'avez rappelé, et dont cette culture KGB est aujourd'hui encore ce qui structure l'État russe. C'est assez fascinant. Alors évidemment, on le sait bien, la plupart des dirigeants russes d'aujourd'hui, Poutine et son entourage, viennent du KGB très directement. Et puis c'est une manière de penser le monde, une manière policière, une manière d'espion finalement, qui est toujours en cours. Donc c'est pas anodin ce dont on parle, et c'est pas anodin effectivement que dans les années 80, le KGB ait changé ses méthodes. On le sait assez bien maintenant, on le sait notamment parce qu'un transfuge russe de ces années-là a produit une note signée par le directeur du KGB de l'époque en 1984, qui donc expliquait qu'il fallait désormais aller un peu plus vers la droite, qu'il fallait infiltrer la droite américaine et les milieux d'affaires notamment. Et donc on pense bien sûr à Trump, et puis on pense aussi à cette droite américaine qui aujourd'hui représente la droite MAGA, Make America Great Again, qui était déjà une alt-right en germe dans les années 80. Et qui a été l'objet d'intérêt du KGB dans le même temps. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit aujourd'hui que Trump est quelqu'un qui était d'ailleurs à l'époque plutôt proche des démocrates. C'est quelqu'un qui a finalement un corpus d'idéologie assez faible. Il est assez pragmatique pour dire les choses pudiquement. Mais on voit bien aujourd'hui que ce qui marche ensemble, c'est Trump et la droite. Trump allié et cette nouvelle droite américaine. Et effectivement, on constate que ces deux entités-là, Trump et la droite américaine, ont été l'objet d'infiltrations que je raconte dans mon film assez précisément. Enfin, pour autant que je peux le faire, mais je le raconte par le haut, par le général du KGB qui chapeautait en partie ces opérations. Et puis, oui, parce que vous avez, je me permets de vous interrompre, mais vous avez quand même des témoins de ce moment-là. Il y a Jack Barsky, qui est un infiltré, qui est un peu comme un de ces personnages de The Americans. Et puis, il y a Oleg Kalugin, qui est le chef des opérations spéciales sur le sol américain. Et tous les deux ont fait défection à Moscou et sont désormais réfugiés politiques aux États-Unis. Et ils vous parlent complètement librement de ce qui se passait à ce moment-là. C'est ça. Et Barsky, c'est intéressant. C'est un infiltré de tout petit niveau. On lui a changé son identité. Il a appris l'anglais parfaitement à Moscou. Et puis, on l'a envoyé en mission aux États-Unis. Et d'ailleurs, à l'époque, il comprenait pas exactement ce qu'était sa mission. Parce que quand on est un infiltré comme Barsky, on est finalement
en silo, on n'a pas une vue d'ensemble, puisque évidemment c'est le principe des réseaux. Mais lorsque je l'ai rencontré, effectivement, et que je l'ai cuisiné pour en comprendre un peu mieux ce qu'était sa mission précisément, effectivement, on est arrivé assez vite au fait qu'il devait infiltrer des think tanks de droite ou de droite dure. Et tout ça a fait sens. Les pièces du puzzle, cette pièce du puzzle s'est additionnée avec d'autres éléments dont on pouvait disposer, comme la note dont je parlais de 1984 ou le témoignage de Kalugin, l'ancien chef des opérations extérieures du KGB, qui effectivement me confirmait parfaitement et les manœuvres du KGB à destination de la droite américaine et l'intérêt du KGB pour les hommes d'affaires comme Donald Trump. Oui, parce que c'est comme ça, on va y venir, que Donald Trump se retrouve dans cet univers-là. En fait, il commence à infiltrer l'extrême droite en se rapprochant, l'extrême droite américaine, en se rapprochant d'un think tank qui est désormais très important, en tout cas dans la galaxie Trump, c'est la Heritage Foundation, qui à l'époque est fondée par Paul Wehrich. Qu'est-ce que c'est que cette fondation et pourquoi elle est si importante à l'époque et aujourd'hui ? Petite précision, Barsky s'est rapproché du Hudson Institute, qui était un autre de ces think tanks assez équivalents, pas du Heritage. En revanche, effectivement, c'était un autre personnage de mon film que je soupçonne d'être à minima devenu un agent d'influence russe, si ce n'est d'avoir été infiltré par le KGB, qui lui se rapproche de effectivement quelqu'un que vous venez de nommer, qui s'appelle Paul Wehrich, qui est le fondateur du Heritage Foundation. Et le Heritage Foundation rentre parfaitement dans ce cadre de l'alt-right ou de la droite dure américaine qui aujourd'hui entoure, voire cornaque Donald Trump. C'est donc, ce think tank, on en parle aujourd'hui parce que il aurait écrit le programme de Trump. Alors Trump a prudemment démenti cette idée-là, mais donc c'est un think tank qui fournit les idées et les cadres au Trumpisme. Aujourd'hui, c'est un think tank qui milite activement contre l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Et donc effectivement, c'est pas inintéressant de le voir dans le paysage et de voir que ce personnage dont je parlais, Edward Lozansky, que j'ai donc interviewé, s'est rapproché de Paul Wehrich, le fondateur du Heritage Foundation. À quoi ça leur sert exactement d'infiltrer la droite, l'alt-right américaine ? Est-ce que c'est pour retourner des gens ? Est-ce que c'est pour influencer leur prise de position et pousser les leaders américains à avoir des prises de position plus en ligne avec celles de Moscou ? C'est quoi le but finalement concret de ce rapprochement ? Dans les années 80, Barsky me disait, et je pense que sa réponse peut être valable pour aujourd'hui, il me disait plusieurs choses. Il me disait, on m'a implanté comme infiltré aux États-Unis et on m'a demandé de rencontrer, de m'approcher de gens qui influençaient la politique étrangère américaine. Et il me disait, mais alors comment voulez-vous que je fasse ? Je suis arrivé, j'avais 20 ans, il s'est inscrit à la fac, et il me disait, j'étais livreur de pizza, c'était pas simple de rencontrer des gens qui influençaient la politique étrangère américaine. Donc ça vous montre quelles sont aussi, évidemment, les limites, toujours, d'opérations d'enseignement, mais qui, en fait, se déploie et se pense sur le long terme. Et c'est comme ça que pense un agent de renseignement, du KGB ou de qui vous voulez, c'est le long terme. Et dans ce cadre-là, dans les années 80, mais encore une fois, c'est valable pour aujourd'hui, évidemment, vous vous doutez bien, plus facile et plus utile d'essayer d'approcher quelqu'un qui est assez jeune et qui pourrait avoir dans le futur des responsabilités, plutôt qu'approcher quelqu'un qui aurait les clés du bureau ovale, par exemple. Et donc, pour revenir à Jack Barsky, cet infiltré du KGB, il était chargé, en allant dans les think tanks, d'identifier des gens intéressants, c'est-à-dire ayant un avenir. Il me raconte par exemple qu'il a identifié quelqu'un qui était très à droite, me disait-il. Donc ça peut correspondre au profil de quelqu'un qui aujourd'hui serait dans ce mouvement MAGA de Donald Trump. Et puis ensuite, le but du KGB, c'est tout simplement d'abord de faire des fiches, c'est-à-dire d'avoir des informations sur ces gens-là, des informations sur qui ils sont, leur entourage, quels sont éventuellement leurs points faibles, pour éventuellement pouvoir essayer, si c'est possible, de les tenir. Ça, c'est la base. C'est un immense travail. Et Jack Barsky, dont on parle, était l'un parmi, alors Kalugin me dit, une centaine d'agents infiltrés. Et puis, vous imaginez toutes les capacités de contact que pouvaient avoir les soviétiques à l'époque, dont, on va en revenir plus tard, la fille de l'ambassadeur soviétique aux États-Unis qui a approché Donald Trump, qui rentre aussi dans le cadre de ces petites mains qui vont approcher des gens pour faire des listes de futurs responsables éventuels. Et puis, dans un second temps, l'objectif, c'est de les mettre à son service. Alors ça, c'est évidemment plus compliqué, plus rare, parfois ça marche. En l'occurrence, Barsky me disait qu'il avait voulu recruter cette personne sous false flag, c'est-à-dire il avait ensuite chargé d'autres agents soviétiques de se faire passer pour un autre service.
Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Le Mossad était par exemple assez utilisé. Ou voilà. Enfin, si par exemple vous avez un jeune think tanker sud-africain pro-apartheid de l'époque, évidemment, ça marche plus de le faire recruter par les services de renseignement colombiens que par le KGB, évidemment. Bon. Et puis le dernier niveau, c'est le compromat ou le compromis. C'est-à-dire, c'est non seulement recruter quelqu'un pour qu'il vous donne des informations, et puis évidemment, il vous en donne un peu, et puis ensuite, il a la main prise dans le pot de confiture et vous avez prise sur lui. Le compromat, donc, qui consiste à savoir des choses sur lui qui ne doivent pas sortir et que donc le mettre à votre merci. Voire créer des manipulations complètement de toutes pièces. Voire créer des manipulations, des pièges, enfin tout est possible. L'imagination des agents d'enseignement en la matière est évidemment sans limite. Et donc vous voyez bien que c'est un fourmillage en fait, c'est vraiment de la pêche au chalut. Et je crois que Donald Trump rentrait dans ce cadre-là. Trump, c'était évidemment pas une cible prioritaire pour les agents russes de l'époque. C'était un promoteur immobilier assez connu qui était au bord de la faillite. Et ça, les Russes le savaient très bien. Ils le savaient d'autant mieux que Trump acceptait des valises de cash de mafieux russes, de la mafia russe d'Odessa autour de quelqu'un qui s'appelle Semyon Mogilevich, qui est aujourd'hui considéré comme le parrain des parrains russes, qui est d'ailleurs assez proche des services de renseignement russes d'aujourd'hui. Et donc ça, les Russes, le renseignement russe le savait. Donc il présentait un certain nombre d'intérêts. Un homme d'affaires influent, effectivement des problèmes d'argent, quelqu'un qui avait un gros ego, quelqu'un qui était assez proche des pouvoirs de l'époque. Il y a des photos de lui à la Maison-Blanche serrant la main de Reagan, par exemple. Et donc, on peut imaginer que c'est dans ce cadre-là qu'il a été approché parmi beaucoup d'autres. Et je termine sur votre question. Quand, 40 ans plus tard, cette personne se présente à l'élection américaine, c'était évidemment pas prévu par le KGB et par les Russes à l'époque. En revanche, les Russes, qui, entre-temps, ne l'ont jamais vraiment perdu de vue, d'ailleurs, eh bien, ressortent leurs fiches et s'aperçoivent et voient que Trump est connu et que tel ou tel agent qu'il a approché a dit telle ou telle chose sur lui à l'époque. Oui, il faut comprendre effectivement que Trump n'est pas ciblé dès les années 80 en se disant on va le mettre au pouvoir 40 ans plus tard, mais qu'effectivement, il y a plusieurs pistes qui sont lancées et puis il voit celles qui mordent et celles qui retombent. Mais Trump, c'est vraiment très intéressant comme exemple puisque vous avez parlé des différentes tactiques, et la tactique du compromat et la tactique après de l'influence, en tout cas de l'intrication comme ça d'intérêt. Et Trump, il répond à ces deux stratégies. D'abord parce que, comme vous le dites, il est en faillite à un moment donné et il profite des largesses du milieu du crime organisé russe pour l'aider dans ses entreprises immobilières. Mais il y a aussi un voyage en 1987 qu'il fait à Moscou, après s'être rapproché de la fille de l'ambassadeur de Russie dont vous avez parlé. Un voyage dont on ne sait pas grand-chose, au cours duquel il aurait pu se passer quelque chose. C'est pour ça que, comme on a entendu, le directeur de la CIA, l'ancien directeur de la CIA, se demandait ce qu'il pourrait y avoir comme dossier. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il fait référence. Donc Trump, il a ce double lien, cette double attache avec la Russie. D'un côté, le fait qu'il ait de l'argent du crime russe dans son entreprise et aussi peut-être éventuellement quelque chose qui se serait passé en 87 quand il va à Moscou pour une éventuelle Trump Tower, pour en construire une éventuelle là-bas. Il y a ces attaches-là, et puis il y en a d'autres. Il y a aussi l'idéologie, il y a aussi le fait qu'il est fasciné par les dictatures et les personnages autoritaires, peut-être parce que lui-même aimerait en être un, comme le dit d'ailleurs l'ancien chef de l'enquête du FBI dans le film. Mais absolument, en 1987, c'est un moment important. Je vais vous le résumer rapidement, parce qu'on sait finalement, comme vous l'avez dit, assez peu de choses. Il est donc tamponné, comme on dit dans les services, par la fille de l'ambassadeur, invité là-bas par une agence, d'ailleurs in-touriste, qui est notoirement contrôlée par le KGB, et on lui propose de construire une tour. Je pense que ça nous révèle quelque chose, qui est que la première prise que les Russes ont sur Trump, jusqu'au moment où quasiment il se présente à l'élection présidentielle de 2016, c'est l'argent. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vénal et à qui on fait miroiter des projets immobiliers. Et il en a besoin. Il est vraiment à quelques millions près, Trump, dans ces années-là. Et ça, c'est en 1987. Mais c'est la même chose dans les années 2000. Et puis, juste un exemple, quand il annonce qu'il se présente à l'élection présidentielle américaine en 2015, eh bien, il est approché par un de ses anciens associés, qui lui-même est un proche de la mafia russe, qui est le fils d'un des bras droits de ce Mogilevich dont je parlais, qui est quelqu'un d'ailleurs qui vit dans la Trump Tower, quelques étages sous le bureau de Donald Trump, et qui lui propose de nouveau, comme par hasard, de construire une Trump Tower à Moscou. Et cette personne, Félix Sater, se fait fort de convaincre Vladimir Poutine d'accepter. Et Trump accepte. Donc évidemment, il est tenu par cela. Donc bon, ça c'est la première chose. Et puis lors de ce voyage, il est très certainement flatté par les Russes. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette dimension-là. On peut parfaitement, j'en ai aucune idée, mais on peut parfaitement imaginer le KGB et ses interlocuteurs, qui se présentaient évidemment pas comme le KGB, lui dire « vous êtes absolument formidable et l'Amérique aurait bientôt
tort de se priver de quelqu'un aussi brillant que vous. Et on imagine bien qu'avec Trump, c'est des genres de choses qui peuvent fonctionner. Vous dites d'ailleurs qu'il y a des questionnaires qui sont faits dans les services pour identifier quelles sont les meilleures cibles dans les milieux des affaires. On essaie de voir si les gens sont vaniteux, s'ils sont cupides. Et visiblement, Trump répondait à toutes les cases. Il répond à tous les critères, dont y compris l'attirance pour les femmes, puisque ça peut faire partie des points faibles pour les femmes ou pour les hommes d'ailleurs. Et dans le cas de Trump, c'est aussi une des autres dimensions de ce voyage. On n'en a absolument aucune idée. On a été mis sur la piste par quelqu'un qui s'appelle Steele, qui est un Britannique, un ancien des services de renseignement britanniques, qui en 2015-2016 publie un rapport en disant « J'ai appris par des interlocuteurs russes que les Russes disposent d'une vidéo présentant les ébats de Donald Trump avec des prostituées dans un hôtel à Moscou. » C'est pas clair si c'est en 87 ou son voyage suivant, dans des situations en plus assez dégradantes, ce qui effectivement peut être un problème pour lui. Autant il n'a pas de problème à violer une femme, puisque la justice l'a reconnu dans une cabine d'essayage à New York, en dehors de toute caméra. Autant se faire filmer par des caméras dans des situations assez dégradantes, ça pourrait être un problème. Lorsque j'ai posé la question évidemment à Oleg Kalugin, il m'a juste dit de manière assez sibylline, je ne l'exclurai pas. Ce qui est sûr, c'est que tous les étrangers étaient surveillés de très près. Ce qui est intéressant, c'est que les Russes ont joué par la suite de cette pression-là, de ce doute, de ce soupçon-là, dont encore une fois, on n'a jamais eu la preuve. Mais pour revenir à 87, je suis pas sûr que ce soit le plus important. Je pense effectivement que la flatterie et ses projets de tour suffisaient à ce que, et là, on arrive directement aux conséquences de ce voyage, à ce que, exactement un mois après le retour de Trump à New York, et ça c'est vraiment fascinant, un mois après son retour de Moscou à New York, il achète pour $100 000, ce qui à l'époque était beaucoup, 4 pages de publicité dans les 4 principaux journaux américains, dans lesquels il attaque l'OTAN, les alliances militaires des États-Unis, en dénonçant le fait que les États-Unis payent pour la défense du monde entier. Il va également le même jour sur CNN, où il attaque l'OTAN, qui était à l'époque la bête noire des Soviétiques. Donc là, on voit très bien quels sont très directement les effets de ce voyage et de cette relation assez étrange de Trump avec les Russes. Alors même qu'il n'avait jamais vraiment parlé de politique avant ça, c'est un changement radical après ce voyage. À l'époque, il y a un procureur qui s'appelle Kenneth McCallion qui enquête sur les milieux mafieux et qui s'approche un peu des milieux mafieux en cheville avec Trump. Pourtant, l'enquête n'ira pas très loin. Pourquoi ? Ouais, ça aussi, c'est assez fascinant. D'ailleurs, McCallion explique que s'il avait pu aller plus loin, eh bien, l'Amérique aurait été privée des grands talents de Donald Trump. Il aurait fini en prison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, aussi étrange que ça puisse paraître, le blanchiment n'était pas puni par la loi. En tout cas, on pouvait, lorsqu'on était un homme d'affaires, accepter de l'argent sans se poser la question de sa provenance. Et Trump rentrait dans ce cadre-là, puisqu'il acceptait l'argent de gens qui, évidemment, ne se présentaient pas comme des mafieux russes au service, ou soviétiques au service du KGB. Il acceptait de l'argent d'investisseurs. Et donc, il est passé entre les mailles du filet. McCallion a demandé à ses chefs, qui étaient donc procureurs adjoints de New York, a demandé à ses chefs de pouvoir enquêter un peu plus sur Donald Trump et ses chefs ont refusé en expliquant qu'ils devaient se concentrer plutôt sur les mafieux ou le crime organisé lui-même plutôt que sur les entrepreneurs qui acceptaient de l'argent pour leurs projets immobiliers. À la fin, après la chute de l'URSS, le FBI et la CIA s'intéressent de moins en moins à la Russie. Tous les regards sont tournés vers l'Asie et puis vers la lutte contre le terrorisme. Les forces pour lutter justement contre l'espionnage russe et contre les manipulations russes sont vraiment très, très, très réduites. Pourtant, en 2015, le FBI commence à se réintéresser à la Russie. En tout cas, il regarde d'un peu plus près et identifie un homme qui s'appelle Carter Page. Cet homme, c'est pas n'importe qui. Il va avoir un rôle très important dans la campagne de Trump. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe entre Carter Page, Trump et le FBI ? Le FBI, effectivement, a perdu beaucoup de moyens sur le contre-espionnage pour, effectivement, comme vous l'avez dit, se concentrer sur l'antiterrorisme. Et donc, l'équipe qui est dévolue à l'espionnage russe est assez réduite. Il se trouve que l'un d'entre eux m'a parlé. À ce moment-là, il enquête sur Carter Page, qui est un consultant en énergie new-yorkais, qui a une petite boîte de consulting, qui est habitué des voyages à Moscou. Et en mettant sur écoute des agents russes, sous couverture, à l'ONU d'ailleurs, eh bien, ils interceptent des conversations qui prouvent le recrutement de ce Carter Page ou la volonté de recrutement de Carter Page et les agents russes expliquant que Page est prêt à tout donner. D'ailleurs, Page donne quelques informations sans intérêt d'ailleurs, puisqu'il n'avait pas accès à des grands secrets. Mais en tout cas, on est au début du recrutement assez classique en la matière d'un Américain
Et quelle n'est pas la surprise des agents du FBI d'intercepter un email envoyé par Carter Page, un des directeurs de campagne de Donald Trump, donc candidat, où Page propose ses services à la campagne, se fait fort d'organiser une rencontre entre Trump et Poutine à Moscou, explique que ses contacts au Kremlin sont ravis de la perspective de l'élection de Donald Trump, qu'ils espèrent que Trump lèvera les sanctions. Et la réponse à ce mail arrive par le fait que Donald Trump lui-même annonce la nomination de Carter Page comme conseiller sur les affaires russes. Il ne sera pas le seul d'ailleurs de l'équipe de Trump à l'époque à être proche des milieux russes. Il y a plusieurs personnes, effectivement, son directeur de campagne, le directeur de campagne de Trump, Manafort, d'autres conseillers politique étrangère comme George Papadopoulos, son conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, enfin il y a tout un ensemble de gens. J'anticipe votre question, est-ce qu'ils ont été implantés là par les Russes ou bien est-ce qu'ils sont attirés par une personnalité comme Trump qui se proclame plutôt favorable à la Russie? Je pencherais plutôt pour la deuxième hypothèse. Je pense que lui agrège aussi des gens qui eux-mêmes sont l'objet des intérêts des Russes. Je crois assez peu à l'existence d'un plan machiavélique de la Russie. D'ailleurs, on voit très bien que les plans machiavéliques de la Russie sont assez limités. Il se suffit de se souvenir du plan d'invasion de l'Ukraine en 3 jours pour voir que les plans, c'est toujours très bien sur le papier, mais ça marche jamais très bien sur le terrain. Que Poutine est un bon agent du KGB, mais un mauvais stratège militaire. C'est comme ça que vous le résumez. Oui, c'est ça. Et puis Poutine est quelqu'un qui fait des coups. Donc, quand on est agent du KGB ou du FSB ensuite ou du GRU, on lance des flèches dans tous les sens, on voit ce qui se passe. Je sais même pas d'ailleurs si les Russes qui donc voient arriver Donald Trump essayent de compromettre ou de contrôler son entourage et lui-même. Je suis pas absolument certain qu'ils savaient exactement où tout ça allait les mener dans le fond, parce que utiliser dans la perspective où Trump gagnait l'élection, est-ce qu'ils avaient envie de l'utiliser? Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on utilise un président des États-Unis? Est-ce qu'on peut vraiment le tenir, y compris si on a un compromat sexuel? Qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, vous n'allez pas sortir une vidéo alors que le type en face est président des États-Unis. Donc tout ça est pas simple. Très franchement, je n'ai aucune idée de ce qu'elles étaient leurs objectifs de départ et je ne suis pas sûr qu'eux-mêmes avaient des idées très précises. Je pense qu'ils en avaient plusieurs de front, qui étaient d'avoir des informations par un certain nombre de gens, mais qui étaient aussi de désagréger ou d'affaiblir la démocratie américaine et la confiance des Américains dans leur système démocratique et dans leurs dirigeants. Ça aussi, c'est une victoire pour les Russes, tout simplement. Il suffit simplement que les médias américains s'interrogent sur la loyauté de Trump et sur la possibilité que Trump soit contrôlé par les Russes pour faire beaucoup de mal à l'institution présidentielle américaine. Et puis, ça ouvrait également la possibilité à de potentielles manipulations. Ça, on en parlera, puisque c'est également ce qui s'est passé. Mais je veux relativiser, évidemment. C'est pas les agents de renseignement, c'est pas les espions qui font l'histoire, évidemment. Mais en revanche, effectivement, à la marge, ils peuvent y contribuer. Et pourtant, en fait, quand vous interrogez justement les personnalités qui étaient autour de Trump, est-ce qu'elles y sont allées parce qu'elles étaient pro-russes ou est-ce qu'elles étaient manipulées par les Russes? Il y a quand même quelque chose qui se passe aussi en même temps. Il y a un autre versant de cette opération, c'est celui de la guerre informationnelle, parce que disposer des élites, c'est bien, mais c'est qu'en début, il faut aussi préparer l'opinion publique à la radicaliser. Ça commence dès les années 80 avec la diffusion de fausses informations, en particulier, par exemple, que le VIH a été une création américaine, entre autres. Et dès ces années 80, il y a un homme qui veut prévenir l'Occident que les Russes commencent les fake news, qu'on connaît maintenant à un rythme industriel. À l'époque, il n'y a pas Internet, donc c'est un peu plus difficile à imposer. Mais il y a un homme, un ancien du KGB, qui s'appelle Yuri Bezmenov et qui prévient le monde occidental, mais personne ne l'écoute à ce moment-là. Oui, ces propos sont rétrospectivement assez fascinants. Bezmenov est un défecteur du KGB et qui a des mots très frappants où justement il paraît anticiper la post-vérité et le fait qu'on peut faire beaucoup de mal à des sociétés ouvertes dans des démocraties libérales en sapant la confiance des citoyens dans l'information et dans les pouvoirs par des fausses informations. Et ça, c'est effectivement le jeu auquel se sont prêtés les soviétiques dans les années 80 et qu'ils ont amplifié ensuite dans les années 2000. Et ça a eu évidemment des effets, on le voit tous les jours. Là encore, il est toujours difficile de faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de ses intentions stratégiques et de la vie démocratique classique où effectivement vous avez des groupes antagonistes et puis des gens qui croient pas à ce qu'on leur dit, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et puis il y a une autre dimension intéressante qui est la dimension idéologique, parce que cet entourage de Trump dont on parlait, ils ont aussi un point commun, c'est qu'ils sont pour la plupart isolationnistes sur cette ligne-là, qui évidemment est parfaitement compatible avec les projets russes. Ils sont ultra-conservateurs et donc évidemment ils sont séduits par la figure de Vladimir Poutine qui se présente comme le défenseur de l'Occident chrétien. Ils ont un ennemi, en tout cas un adversaire commun qui est l'Europe. Trump et Poutine n'aiment pas l'Europe et veulent l'affaiblir pour des raisons peut-être différentes, mais en tout cas ça leur fait un point commun. Donc il y a tout ça qui joue et qui rentre en ligne de compte, plus
puisqu'on en parlait au début de cet entretien, l'investissement des soviétiques dans les think tanks de droite ou d'extrême droite, eh bien, ça produit des effets. Ça a produit des effets. Les soviétiques puis les Russes ont déversé des dizaines de millions de dollars en lobbying et en politique d'influence auprès des cercles intellectuels qui se sont retrouvés ensuite autour de Trump. Et ça a participé grandement justement au rapprochement entre cette droite dure américaine qui a toujours été anticommuniste mais aussi anti-russe et la rapprocher de Vladimir Poutine et de Moscou. Tout ça s'est déroulé, on voit en année actuellement, il y a eu trois élections, enfin une troisième en cours. Première élection 2016 gagnée par Trump. Il y a cette manipulation russe, des courriers, en tout cas qu'on attribue aux Russes, du piratage des mails d'Hillary Clinton, qui se sont retrouvés après diffusés par Wikileaks opportunément, juste après les accusations de violence sexuelle à l'encontre de Donald Trump. En 2020, on a l'affaire du fils Biden, Hunter Biden, et de la possible, ou en tout cas de la supposée ou de la pseudo-affaire de corruption en Ukraine. Là aussi, derrière, il y a l'ombre des services russes. À chaque fois, on voit qu'il y a une forte ingérence puisque Trump est le candidat préféré de Poutine. Nous sommes en 2024, à 3 semaines de l'élection présidentielle qui va opposer Trump à Kamala Harris. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait de grosses manips qui soient mises en place par la Russie. On a toujours la guerre informationnelle qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, mais il semble que Moscou fasse ça de manière plus en sourdine, si toutefois c'est fait. Alors c'est fait. Mais si je devais résumer un peu à gros traits, je dirais que dans les années 80, pour s'ingérer, il fallait des infiltrés sur place, sur le terrain. En 2016, il fallait des hackers et des fermatrolls à Saint-Pétersbourg. Et aujourd'hui, en 2024, il faut des virements bancaires depuis Moscou. Et c'est ce qui s'est passé, puisque pas plus tard qu'en septembre dernier, le FBI a mis à jour les versements à hauteur de plusieurs millions de dollars, probablement 10 millions de dollars, depuis la Russie. Évidemment, vous imaginez par tous les systèmes de coupe-feu possibles, à destination d'un incubateur de podcasts et d'influenceurs d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Influenceurs assez influents, évidemment, et très suivis. Et donc, c'est une des manières dont les Russes, aujourd'hui, au cours de cette campagne, s'ingèrent. Alors, ils sont évidemment beaucoup plus prudents. D'abord parce que les renseignements américains sont plus prudents et sont prévenus et ne se feront pas avoir comme en 2016. Et puis, ils sont plus prudents parce que je pense qu'ils ont moins intérêt qu'en 2016 à se faire prendre la main dans le sac. Je pense qu'en 2016, c'était gagnant-gagnant. Si Trump perdait, le simple fait qu'il se soit ingéré faisait du mal, comme je le disais, affaiblissait les institutions démocratiques américaines. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Ils ont vraiment besoin que Trump revienne au pouvoir, et donc ils ont tout intérêt à éviter de se faire prendre la main dans le sac, parce que ça pourrait affaiblir Trump si l'on disait qu'il était aidé par les Russes. D'autant que la collusion était tellement visible en 2016 qu'une fois arrivé au pouvoir, Trump a au contraire éloigné tous les gens qui étaient proches des milieux russes, et surtout s'est opposé aux promesses de campagne qu'il avait faites, entre autres quant aux sanctions américaines contre la Russie. Donc finalement, il n'a pas pu avoir les mains libres, il n'a pas servi à grand-chose à Moscou. Vous avez parfaitement raison, ça a été contre-productif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut imaginer que les Russes sont assez attentifs à éviter que ça leur revienne en boomerang. Ceci dit, après la victoire de Trump en 2016, effectivement, il a dû écarter un certain nombre de ses conseillers qui étaient compromis par les Russes. Il a, dans un premier temps, suivi ses conseillers qui lui ont été quasiment imposés, qui étaient sur une ligne traditionnelle. Mais ensuite, effectivement, Poutine a été assez habile pour jouer donc de ces accusations d'ingérence auprès d'un président américain dont le slogan, je le rappelle, est « l'Amérique d'abord ». L'Amérique d'abord, quand vous avez été aidé par un pays étranger pour accéder au pouvoir, c'est un problème. Et donc Poutine a manipulé Trump en lui offrant sur un plateau une théorie alternative selon laquelle étaient responsables de l'ingérence en 2016 non pas les Russes, mais les Ukrainiens. Et Trump a sauté dessus. Je suis pas sûr qu'il était dupe, mais il a sauté dessus à un moment où en plus il était l'objet de commissions d'enquête qu'il accusait d'avoir été dans une collusion, une forme de collusion avec la Russie pour accéder au pouvoir. Et ça a considérablement joué sur la non-préparation de l'Ukraine au combat à laquelle on a assisté en 2022 lors de l'invasion de la Russie. On se souvient de ce coup de téléphone, de cette manipulation qui a abouti à un coup de téléphone de Trump à Zelensky, coup de téléphone qui a fuité et qui a provoqué à nouveau des problèmes pour Trump et une commission d'enquête visant sa destitution, et donc un coup de téléphone au cours duquel Trump en est quand même venu à faire du chantage auprès de Zelensky en lui demandant des preuves de ce que Poutine avançait, c'est-à-dire d'une corruption de la famille Biden en Ukraine, et Trump menaçait de suspendre l'aide militaire américaine à l'Ukraine, ce qu'il a fait à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars. Oui, le deal, c'était vous me fournissez des preuves que Joe Biden trempe dans des affaires de corruption en Ukraine. Si vous ne me fournissez pas ça,
on arrête l'aide militaire. Le problème, c'est que cette histoire de corruption était une manipulation russe et que Zelensky ne pouvait rien prouver. Absolument. Et qu'on a appris ensuite que, par exemple, l'un des personnages qui avait fourni des informations à l'équipe de Trump était un agent russe, et que l'un des personnages qui avait fourni des informations au FBI, qui a ouvert une enquête sur Hunter Biden, puisqu'elle a été saisie d'un certain nombre de faits, était lui aussi un agent russe. Tout n'était pas totalement faux. Hunter Biden a fait des affaires avec une entreprise ukrainienne. Évidemment, l'Ukraine n'est pas l'endroit le plus sain au monde, mais pas plus, pas moins, et ça n'impliquait évidemment pas la corruption de Joe Biden, puisque c'était ça l'argument de Donald Trump. Mais Poutine a joué de cette situation, mais effectivement, Trump au pouvoir lui a été assez peu utile, hormis pour saper les fondements de la démocratie américaine et hormis pour saper l'aide à l'Ukraine. C'est quand même pas rien, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, les Russes aujourd'hui sont plus prudents et plus malins encore qu'ils ne l'étaient en 2016, parce qu'ils ont encore plus à gagner qu'en 2016. Ce qu'ils ont à gagner, tout simplement, c'est que, embourbés en Ukraine, ils ont besoin d'une négociation qui soit une capitulation de l'Ukraine. Ils ont besoin que pour ça, l'Ukraine soit affaiblie et donc ne puisse plus combattre. Et si les États-Unis suspendent leur aide militaire à l'Ukraine sera dans une situation extrêmement compliquée. Elle l'est déjà militairement, mais encore plus compliquée, qui, selon les Russes, la pousserait à accepter les termes de la Russie. Donc les enjeux pour la Russie aujourd'hui sont considérables. Et Trump ne s'est pas caché de vouloir cette négociation de capitulation. Et il s'est même fait fort de l'obtenir en une semaine, a-t-il dit. Et on commence à s'apercevoir que là, pour une fois, ça n'était pas de la forfanterie, puisque c'est le journaliste américain Bob Woodward qui a révélé il y a quelques jours que Trump et Poutine s'étaient entretenus au moins une demi-douzaine de fois depuis le départ du pouvoir de Donald Trump. Ce qui pose un problème légal en tant qu'ancien président, s'il me semble, d'avoir des rencontres avec un président étranger. Absolument. En plus, ça pose également des problèmes légaux. Mais Trump n'est pas à ça près. Il est poursuivi dans de multiples dossiers et ça n'a pas l'air de lui poser un problème. Il est de toute façon dans une fuite en avant, donc il a rien à perdre. Vous avez évoqué les commissions qui enquêtaient sur lui. Il y a Peter Strzok's que vous évoquez, qui est l'ancien patron du contre-espionnage du FBI, qui enquête sur ces collusions entre la Russie et l'équipe de Trump. Il y a ce procureur McCallion aussi qui passe à côté des affaires de lien entre le milieu de la criminalité russe et la Trump Organization. On a l'impression que rien ne peut l'atteindre, Trump, sur ces questions de lien avec Moscou. Qu'est-ce que ça dit de la société américaine de voir comme ça que cet homme peut se présenter aux élections 3 fois, qu'on voit bien quand même qu'il y a des débuts de preuves de lien entre lui et le Kremlin? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi on n'arrive pas à l'arrêter? Pourquoi le FBI est impuissant? Pourquoi la politique américaine, pourquoi l'État américain est impuissant à arrêter un homme qui est en train de jeter Washington dans les bras de Moscou? Oui, c'est, je pense, la grande question. Moi, c'est la question qui me frappe le plus, c'est pas tant comment et pourquoi quelqu'un comme Trump, on a bien décrit le personnage, se trouve compromis par la Russie, va dans le sens de la Russie pour des raisons idéologiques, parce que c'est ses intérêts financiers, parce que peut-être il est tenu, que comment se fait-il que ce personnage-là est suivi par des électeurs, par un électorat américain et par un parti, le Parti républicain. S'agissant de l'électorat américain, je vous répondrai en vous disant que ça dénote probablement le fait que la politique étrangère n'est pas quelque chose de majeur dans ses motivations, mais j'irai peut-être plus loin. Je pense que ça dénote aussi le fait que le personnage de Vladimir Poutine n'est pas si négatif et qu'accuser Trump de s'acoquiner avec Poutine, ça n'est pas infamant pour une partie de l'électorat républicain qui, lui aussi, comme Trump, admire Vladimir Poutine. C'est validé évidemment par des sondages qui montrent cette augmentation année après année. Alors, Poutine part d'assez bas, mais il y a une augmentation année après année de sa popularité au sein du monde républicain, y compris depuis la guerre en Ukraine. Je parle vraiment du monde républicain. C'est évidemment, son image était très négative chez les démocrates, elle l'est encore plus, mais c'est ça que ça raconte. Et ça raconte peut-être aussi, finalement, de la part de Poutine et de la part de son électorat, une forme de fascination commune pour la figure autoritaire et ultra-conservatrice que représente Poutine. Trump a certainement envie, c'est ses pulsions qui doivent lui commander ça, de devenir un Poutine américain. Il en est évidemment incapable, les contre-pouvoirs et les institutions américaines ne le permettraient pas, mais c'est cette pulsion-là qu'il représente, et je crois que cette pulsion trouve un écho dans son électorat. Et c'est déjà ça finalement une victoire des services russes et de cette opération qui a été entamée dans les années 80, cette fascination d'une partie de la droite américaine pour la Russie et d'une partie de l'électorat aussi pour la Russie, le fait que Vladimir Poutine ne soit plus un repoussoir, c'est aussi finalement peut-être le résultat en partie de ces années de fake news et de guerre psychologique. Une dernière question, vous avez eu accès à des personnalités du KGB, que ce soit Barsky ou Kalogin. Kalogin vous parle de manière assez libre, il vous dit
Pas tout, évidemment. Est-ce que ce sont des gens qui parlent facilement? Est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont peur? Parce qu'on sait que quand on trahit le Kremlin, qu'on soit en Russie, à Londres ou à Washington, ça peut être toujours très dangereux. Alors, s'agissant de Kalougine, qui est effectivement le personnage qui, très certainement, en sait le plus dans la mesure où il était effectivement très haut placé au sein du KGB. Il a d'ailleurs été pressenti pour diriger les services de renseignement extérieur russes après la chute de l'Union soviétique, et il est entré dans un combat, un bras de fer avec un certain Vladimir Poutine, et il a dû ensuite fuir son pays. Donc, il n'avait pas l'intention, c'est un patriote, il n'avait pas l'intention de partir de Russie, il a dû le faire pour sauver sa peau, parce que Poutine lui en voulait. Et donc, ça raconte le personnage qui ne s'est pas mis au service des États-Unis et qui entend conserver une certaine forme d'autonomie. J'ai évidemment essayé de le cuisiner parce qu'il m'en dit un peu, pas beaucoup. Je ne sais pas exactement ce qu'il sait, il ne sait pas forcément tout. S'agissant de Trump, je ne suis pas certain qu'il sache tout de cette opération dans la mesure où, étant donné son niveau hiérarchique à l'époque, je ne suis pas sûr que tous les dossiers lui remontaient, que tous les dossiers de tamponnage ou de compromission d'hommes d'affaires américains lui remontaient. Mais en tout cas, il est assez prudent. Et pour vous donner une anecdote de tournage, un coulisse, effectivement, lorsque j'ai essayé de le pousser un peu plus dans ses retranchements après l'interview, il m'a cité en exemple ce qui était arrivé à un certain Litvinenko, ancien lieutenant-colonel du FSB, qui est mort dans d'atroces conditions à Londres après avoir donné des informations à des médias britanniques sur Vladimir Poutine, sur ses finances notamment. Et il m'expliquait qu'il avait appelé Litvinenko quelques jours avant son empoisonnement en lui disant « Là, tu vas trop loin, tu franchis la ligne rouge, fais très attention, ils vont essayer de te tuer. » Et le fait que Kalougine me rappelle cette anecdote était une manière de sa part de répondre à mes questions et de m'expliquer qu'effectivement, il savait jusqu'où il était préférable pour lui de ne pas aller. Opération Trump, les espions russes à la conquête de l'Amérique, c'est le dimanche 20 octobre à 21h05 sur France 5, en partenariat avec Slate. On vous le recommande vivement et on apprend beaucoup de choses qu'on n'a pas racontées à ce micro, mais on apprend aussi que Poutine aurait aimé être un agent infiltré aux États-Unis, mais qu'il n'a pas pu y aller parce qu'il n'avait pas un assez bon niveau d'anglais, comme quoi finalement ça tient à peu de choses. Merci beaucoup Antoine Vitkin pour ces explications et je vous en recommande vivement le documentaire. C'est dimanche 20 octobre à 21h05 sur France 5. Nous on se retrouve vendredi avec Alain Frachon et Jean-Marie Colombani. Merci Antoine. Merci à vous. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Direction et production éditoriale Christophe Caron. Prise de son, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Présentation Christophe Caron.